Quel est son rôle? Quelle a été son action? Entre lui et le directeur de cabinet, y a-t-il conflit de compétences? Face à face spécial, ce mardi 2 mars, après le journal de 19h. Je reçois le docteur André Kabanda-Kana, ministre près le président de la République. Qu'a-t-il réalisé? Avec quels moyens? L'invité de ce jour est membre du gouvernement, ministre près le président de la République. Docteur Kabanda-Kana, bonjour. Bonjour Christian. Avant de parler de vos actions, moi je voudrais savoir quel est le rôle du ministre près le président de la République. On sait que le président n'est pas membre du gouvernement, mais qu'il est le chef de l'exécutif. Alors pourquoi un ministre près le président de la République dans le gouvernement dont les réunions du Conseil des ministres sont présidées par le président de la République? Merci d'abord pour l'invitation. Je pense que la question qui est posée, qui est une très bonne question, qui appelle un peu à définir quelles sont les attributions du ministre près le président de la République. C'est peut-être dans cette logique-là qu'on comprendra. Alors, il y a une ordonnance qui définit les attributions des ministres, des ministères en général, et dans cette ordonnance, il est attribué au ministre près le président de la République l'exécution de toutes les missions que celui-ci le confie. C'est-à-dire que le ministre près le président de la République exécute toutes les missions que le chef de l'État lui confie. À lui, en tant que membre du gouvernement. En tant que membre du gouvernement et en tant que ministre près de lui. Et ces missions, je dirais, j'en ai exécuté quelques-unes pendant combien de temps? 1 an et demi du gouvernement. Les plus en vue, ce sont les missions de représentation. Quand le chef de l'État ne peut pas aller, n'est pas disponible, il envoie son ministre prêt. Mais pourquoi envoyer son ministre prêt alors qu'il pourrait demander à n'importe quel ministre d'y aller, ou à son directeur de cabinet, ou au gouvernement en règle générale? Pourquoi un Le directeur de cabinet, normalement, n'est pas censé faire la politique. Le directeur de cabinet ne fait pas la politique. Le directeur de cabinet chef de l'État, il ne traite pas des affaires politiques du président. Il ne traite que du cabinet. Ses rapports avec le gouvernement. Mais donc, le chef de cabinet gère le cabinet du chef de l'État. Puisqu'il y a un ministre, on peut se demander, est-ce que ça doit exister ou pas? Maintenant, ça existe. Donc, il faut lui donner ses attributions. Et donc, dans ces attributions, il y a cette représentation-là. Et je ne vois pas pourquoi on doit envoyer quelqu'un d'autre alors que le ministre près le président de la République est appelé à jouer ce rôle. Alors, pourquoi il ne peut pas envoyer un autre ministre? Mais le ministre près est là. Ah oui, parce que donc il vous envoie en tant que membre du gouvernement quand on sait qu'il a le président des envoyés spéciaux, quand on sait que le président a des hauts représentants. En termes de représentation, pourquoi vous? Pourquoi un ministre et pas les autres? Tous ces collaborateurs ont des missions précises. Et l'attribution du ministre près, c'est d'exécuter les missions que lui confie. Donc le chef de l'État reste celui qui distribue les missions à ses collaborateurs, y compris au ministre près le président de la République. Alors, ici, les missions de représentation, je peux en citer 2 seulement. Par exemple, pour représenter le chef de l'État à la prestation de serment d'un autre chef de l'État. Donc, ce soit le ministre des Affaires étrangères, quand celui-ci n'est pas disponible, c'est le ministre près le président de la République. Le Premier ministre peut à la limite, mais on ne va pas attribuer une mission aussi que je dirais pas banale, mais le Premier ministre a d'autres choses à faire que d'aller représenter le chef de l'État à une prestation de serment. Donc, c'est soit le ministre des Affaires étrangères, c'est soit le ministre près le président de la République. Vous siégez au gouvernement? Tout à fait. Je siège au gouvernement comme tous les ministres. Quand le gouvernement se tient ou se tenait, quand la réunion du Conseil des ministres se tenait, chaque ministre venait défendre ses dossiers, avait son précaré. Quel est le vôtre? Si vous me laissez terminer les attributions, peut-être que... Ah, ok, je pensais que vous aviez terminé, oui. Alors, ça c'était la première attribution. La deuxième attribution, c'est assister le chef de l'État dans une de ses missions régaliennes qui sont le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Donc c'est une mission assez vaste qui d'ailleurs implique la participation de plusieurs ministères sectoriels.
Et la troisième mission, c'est de suivre l'action gouvernementale, c'est-à-dire faire l'évaluation des actions du gouvernement, toutes les décisions que le gouvernement prend, l'exécution et le suivi, etc. Voilà les trois. Et puis, il y a faire rapport, mais ça, c'est logique. Il faut faire le rapport au président de la République régulièrement. Assister dans le renforcement de la cohésion. Et de l'unité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans les missions du chef de l'État, il y a, c'est d'ailleurs constitutionnel, il est le garant de l'unité nationale. Il est celui qui assure la sécurité, la paix. Il est aussi appelé à sauvegarder, à renforcer la cohésion et évidemment l'unité nationale. Et il a été convenu dans la définition des attributions que le ministre le président de la République devait assister le chef de l'État dans cette mission. Pour ça aussi, vous avez des exemples? Tout à l'heure, vous nous avez donné des exemples pour la représentation. Pour le renforcement de la cohésion nationale, vous en avez? En fait, donner l'exemple, oui. C'est-à-dire que dans cette République, dans notre pays, la cohésion a été déstructurée pour plusieurs raisons. La cohésion nationale, sociale n'existe pas pour plusieurs raisons. L'exemple type, c'est qu'on a des conflits à travers le pays qui menacent même l'unité nationale. Et donc la cohésion est déstructurée, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'injustice, il y a la misère sociale, il y a la pauvreté. Ça, ce sont des éléments qui déstructurent, si vous voulez, la cohésion sociale nationale. Et donc, renforcer cette cohésion, c'est aller dans ce sens-là. Faire en sorte que tous les facteurs qui déstructurent, qui empêchent la cohésion nationale soient en quelque sorte annihilés, supprimés. Ça, on l'avait bien compris, mais quel type d'action dans ce sens avez-vous mené au cours de votre mandat? Alors, j'ai mené un certain nombre d'actions, notamment, c'est essentiellement la sensibilisation. Et donc, il y a une émission qui passe sur la RTNC, ça s'appelle Éclairage, que j'ai, avec l'accord du ministre qui est en charge de l'information et les médias, après avoir discuté avec le DG de la chaîne RTNC, nous avons mis en place cette émission qui est la dernière émission est passée, je crois, en décembre, 10e émission. C'est essentiellement pour expliquer, sensibiliser la population sur l'importance de la cohésion nationale, de vivre ensemble en fait. C'est cela que ça veut dire. Nous sommes appelés à vivre ensemble dans ce pays, mais cela pose énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que les intérêts sont divergents. Et il faut sensibiliser les gens par rapport à ça, parce que c'est absolument indispensable. Il n'y a pas de développement sans cohésion nationale. Suivre l'action gouvernementale, puisque vous n'avez pas de rôle bien défini en termes d'action ponctuelle, vous suivez à la lettre ou au pas les actes posés par d'autres membres du gouvernement ou ceux du Premier ministre? Comment suivez-vous l'action gouvernementale? Alors, le suivi, par exemple, de l'action gouvernementale, c'est répertorier toutes les décisions qui ont été prises lors des conseils des ministres. Essayer de savoir, évaluer avec chaque ministre sectoriel quel est le degré d'exécution de ces décisions. Et donc ça, c'est le travail que j'étais en train de faire en collaboration avec la ministre près le Premier ministre, parce que nous étions pratiquement ensemble sur ces dossiers. Il fallait répertorier les décisions, l'ensemble des décisions de 53 ou 54 Conseil des ministres qu'il y a eu, pour savoir
ces décisions ont été... Il faut avoir le taux d'exécution des décisions. C'est important parce que sans cela, on vague à vue. On ne sait pas que fait le gouvernement. Et donc, ça, c'est un dossier qui était en ma charge, en collaboration avec le ministre près le président. Vous savez donc nous dire quel est le niveau d'exécution du gouvernement à ce jour? Exact. Quel est-il? Non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas dire. Vous ne pouvez pas nous le dire à nous? Non, pour la simple raison que ce dossier devait d'abord être présenté au président de la République et ensuite au Conseil des ministres avant que ce soit rendu public. Oui, mais aujourd'hui... À ce jour, le rapport n'a pas été fait pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a eu plus de réunions du Conseil des ministres que par vidéoconférence. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que le rapport n'a pas été présenté de manière comme ça devait. Ça fait depuis presque un an que le gouvernement ne s'est pas réuni en Conseil des ministres en présentiel, on va dire. Depuis plusieurs mois que le Conseil des ministres ne s'est pas réuni. Au moment où on change de Premier ministre, l'évaluation devait déjà être faite. Alors, c'est une décision, c'est une attribution qui a été décidée en cours comment j'appellerais ça, en cours d'exercice, si vous voulez. Vraiment, c'est à la 32e réunion du Conseil des ministres que cette décision a été prise, de confier au ministre près le président de la République, en collaboration avec les ministres près le Premier ministre, cette attribution de suivre l'action gouvernementale. Donc, 32e Conseil des ministres, et je crois que 3-4 réunions après, Covid était là, et donc il n'y a plus de... Mais on a travaillé, on a apprêté les dossiers. Il était question qu'on présente d'abord au chef de l'État, et puis vous savez ce qui est arrivé. Donc, Pour le taux d'exécution, vous avez dit que vous êtes en rapport avec le ministre près le Premier ministre, mais c'est justement au Premier ministre, plus ou moins, de faire rapport au Président. Est-ce que le ministre près le Président, c'est pas un mini Premier ministre, ou ne fait-il pas de l'ombre au Premier ministre? Absolument pas, parce que le travail que nous avons fait, le Premier ministre est au courant. Avant qu'il soit présenté au Président de la République, le Premier ministre est au courant. Et ça devait faire l'objet d'ailleurs, après avoir présenté au Président et au Premier ministre, l'objet d'un Conseil de ministres pour savoir ce taux d'exécution, il correspond à la réalité, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il ne faut pas améliorer. Parce que... ce sont des décisions qui doivent être exécutées. Pourquoi ils ne l'ont pas été à 100%, par exemple? Donc, les explications sont multiples. Et tout ça, ça devait se faire lors d'un conseil des ministres extraordinaire, mais ça n'a pas pu. Le ministre près le président de la République rencontre au Premier ministre dont il fait partie de l'équipe, ou au président de la République? Les deux. Au président de la République avec copie au Premier ministre. Ça dépend de quel... Si je vais en mission, par exemple, de représentation... C'est au président de la République? C'est au président que je fais la République. Ici, le cas, par exemple, d'évaluation de l'action du gouvernement, c'est... Au Premier ministre. Au président, avec copie au Premier ministre. Tandis que le ministre, près le Premier ministre, adresse au Premier ministre avec copie au président. C'est comme ça que les choses étaient organisées. Tout s'est toujours bien passé avec le Premier ministre? Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Et avec les ministres, comment se fait la collaboration avec vos collègues titulaires de portefeuille ministériel que vous pourriez éventuellement évaluer? En fait, on n'évalue pas les ministres, on évalue l'action des ministres. Du ministre. Ça veut dire que le Conseil des ministres prend une décision, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? On doit construire une route. Et c'est une action qui est confiée au ministre sectoriel de ce secteur. Et cette décision, elle est exécutée en fonction de plusieurs éléments. Et l'évaluation consiste pas à dire que le ministre n'a pas fait de son travail, non. Ou pourquoi ce n'est pas 100%. Ça consiste à dire tout simplement que nous sommes aujourd'hui le 2 mars. La décision a été prise à tel conseil. Quel est le taux d'exécution?
cette décision a été exécutée à quel pourcentage? 10, 20, 30, 50, 100%? Si ce n'est pas exécuté, il y a bien une raison. Et le ministre fournit cette raison. C'est tout. Il ne vous voit pas comme le surveillant de plus? Non, absolument pas. Il n'y a pas de conflit de compétences, vous dites, entre vous et le directeur de cabinet? Non. Lui n'est pas politique? Il n'y a pas de conflit. Les attributions que je viens de définir, je pense que ça n'entre pas dans la ligne des attributions du directeur de cabinet et du chef de l'État. Oui, mais aujourd'hui, quand on voit ce que fait le directeur de cabinet, est-ce que vous faites... Nous sommes quand aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui, je vous parle au 2 mars. Ouais. Quand on voit ce que fait le directeur de cabinet et ce que fait le ministre après le président de la République, sachant qu'ils sont tous les deux proches du président de la République, ça se passe bien? Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Le directeur de cabinet, il gère le cabinet du chef de l'État. Mais aujourd'hui, on voit notamment depuis qu'il y a eu la nomination d'un nouveau Premier ministre, quand le Premier ministre Ilunga Kamba gère les affaires courantes, on voit bien que beaucoup de postes de décision du gouvernement sont à la présidence de la République. C'est ce que vous dites, vous voyez, mais je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me citer un seul exemple d'une action ou d'une attribution d'un ministère quelconque qui a été avalé au niveau de la présidence? Oui, mais quand, dans une note, le directeur de cabinet, au nom du chef de l'État, dit au ministre, au Premier ministre, que plus aucune décision ne doit être prise ou que, sans faire référence au directeur de cabinet ou au président de la République, c'est quasi le directeur de cabinet qui, sinon gère, mais au moins donne son aval pour certaines décisions au niveau du gouvernement. Alors, entre vous, ministre près le président, et le directeur de cabinet, il n'y a pas télescopage d'attribution? Non, absolument pas. Le directeur de cabinet, il exécute les missions que le chef de l'État lui donne. En ce vous faites allusion ici certainement à la décision, au communiqué du directeur de cabinet, disant tout à fait. C'était plus en termes de dépenses, parce que c'est une précaution indispensable. Vous savez, dans notre pays, c'est malheureux à dire, c'est pendant cette période que justement, il y a beaucoup d'abus. Les loups en profitent. Qui arrivent. Les loups en profitent, comme vous dites. À la suite d'un dossier qui dormait peut-être depuis 3-4 ans, il est vite exécuté, on sort des fonds. Je ne vise personne, mais c'est la réalité de notre pays. Oui, mais ce qui fait... Donc, il fallait prendre cette mesure. C'est ce qui fait que le directeur de cabinet peut décider de bloquer ou décider à la place d'un ministre. Et donc devenir aussi, sinon plus politique que le ministre après le président de la République. Je vous rappelle que le Premier ministre est allé dans ce sens. Ou si ce n'est pas lui qui avait pris sa décision avant, mais il y a eu un communiqué du Premier ministre, il y a une correspondance qui nous a été adressée par le Premier ministre, qui disait la même chose. Interdisant toute dépense qui ne relève pas des rémunérations, et surtout interdisant tout mouvement du personnel. Et donc, moi je pense que c'est allé dans le même sens, et donc il ne faut pas... Ça vaut peut-être la peine de chercher à savoir qui a fait quoi, pourquoi il a fait quoi. Vous avez dit tout à l'heure, la collaboration avec les autres membres du gouvernement, la collaboration avec le Premier ministre, c'est toujours bien passé. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans la crise de coalition? Là vous posez une question qui ne va pas dans le sens de ce que vous venez de dire. La collaboration entre les membres du gouvernement, ça n'a peut-être pas à voir directement à ce qui est arrivé à la coalition. La coalition, je pense que le niveau de coalition partait d'abord du président de la République et son partenaire. Le président honoraire, voilà, mais elle a découlé dans des différents propos du président de la République, notamment dans son discours, au fait qu'au gouvernement, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut voir le gouvernement au sens large. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Parlement qui peuvent être à la base de ce qui est arrivé plutôt qu'au gouvernement, à l'exécutif comme tel. Parce qu'à l'exécutif, en tant que membre de l'exécutif, je peux dire, sans me tromper, qu'il y a eu rarement
de couacs comme il y en a eu au Parlement. Au niveau du gouvernement, tout se passait bien. Au gouvernement, en tout cas, en général, oui. Il y a eu quelques petits problèmes. Ça, c'est normal dans un cadre d'une coalition comme celle-là. Vous pouviez penser que rien que du fait du gouvernement, vous êtes quand même le ministre et le président de la République, cette crise était inévitable? Alors, il y a un problème de dire qu'à l'exécutif, tout pouvait se passer sans qu'on soit arrivé à cette crise. Mais il y a aussi la dimension qu'on ne doit pas négliger, c'est que dans le cadre de la coalition, nous étions en coalition avec le FCC et le CACH. Le fonctionnement du CACH n'a peut-être pas posé de problème, mais le fonctionnement du FCC a posé énormément de problèmes. Pourquoi ? Parce que, et c'est peut-être le petit couac dont je parle, il y a des membres du gouvernement qui répondaient au président honoraire morale du FCC plutôt qu'au président de la République. C'est l'impression qu'on a eue, beaucoup. Mais je ne dirais pas que ce sont les faits qui peuvent expliquer qu'il y a eu crise. Mais le fonctionnement du FCC en général, en partant de la tête, jusqu'à même encore ailleurs, au niveau des sociétés, des entreprises, c'est un fonctionnement qui ne pouvait que nous amener là où nous sommes, amener à la crise. Aujourd'hui, dans sa gestion ou la gestion annoncée de la République, avec l'Union sacrée, vous êtes le ministre du président de la République, ce qui fait que vos questions sont beaucoup plus politiques que les précédents ministres. Le président de la République, selon vous, avec plusieurs autres alliés, aura plus facile, comme disent les Belges, vous avez été longtemps en Belgique, vous êtes docteur en médecine qui avait représenté l'UDPS là-bas aussi, donc vous comprenez bien cette expression, aura plus facile que précédemment? Je pense que je peux dire que ça va être peut-être plus facile que précédemment pour deux raisons principales. La première, c'est que dans la coalition FCC-CACH, c'est vrai que le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Mais il y a des comportements qui ont voulu faire croire que le pays avait deux têtes. Ce qui ne sera certainement pas le cas dans le cadre de l'union sacrée de la nation. Pourquoi ? Parce qu'ici, le président a lancé une idée. L'union sacrée de la nation, qui doit tourner autour de sa vision. Et donc, ça veut dire que tous les membres, tous les groupements qui arrivent, ils adhèrent à la vision du chef de l'État. Ce qui n'était pas le cas dans la coalition FCC. Donc, ils ne répondront que du chef de l'État désormais. En tout cas, ils répondront dans le cadre de la vision du chef de l'État, qui est assez claire, parce que ça a été dit avant que les gens adhèrent à cette idée, ça a été clairement expliqué. Cependant, beaucoup d'entre eux ont des mandats qui leur permettent d'être plus libres et indépendants du président de la République que précédemment quand ils étaient sous la bannière de l'autorité morale. Est-ce que le président de la République n'a pas multiplié la difficulté en multipliant les intervenants, en multipliant les interlocuteurs? Je ne crois pas qu'on peut parler de multiplication des intervenants. Des interlocuteurs. L'adhésion à une idée, à une philosophie, un mode de gouvernance qui est mis sur la table. Et donc, je ne pense pas qu'on a multiplié. On peut parler de la multiplication des intervenants quand on va dans un monde où on ne sait pas où on va. À ce moment-là, vous pouvez dire que chaque intervenant peut aller dans sa direction. Mais ici, ceux qui adhèrent, ils savent à quoi ils adhèrent. Et donc, dès le jour où celui qui a adhéré à une vision claire, à une philosophie claire, à une idée de gouvernance assez claire, s'écarte, il s'exclut. Oui, mais aujourd'hui, on a une majorité plurielle, différente de celle d'hier. Est-ce que pour changer la gouvernance, ce ne sera pas plus difficile si, par exemple,
Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Modeste Bahati ou les autres chefs et regroupements politiques à l'Assemblée nationale, on rappelle que le gouvernement émane quand même de l'Assemblée nationale, ne sont pas en phase, même s'ils sont dans l'idée du président de la République, il peut se poser problème. Dans un monde où la gestion concerne les hommes, il y a toujours des problèmes. Ça, on ne peut pas éviter cela. Donc ici, je crois que, sans vouloir parler des individus, je pense que c'est assez clair. Il y a un chef de l'État qui est le garant, qui a un programme et qui a une vision. Et ça pose tout de suite la question de leadership. Je pense que dans l'armée, on a raison de dire qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a qu'un mauvais chef. Nous sommes derrière une logique claire où il y a un leadership qui doit mener les troupes. Et ces troupes, c'est cette majorité-là, même si elle est plurielle. Mais elle a adhéré, contrairement à ce qu'il y avait dans la coalition FCC-CACH. Cette majorité n'a pas adhéré à une logique unique. Voilà pourquoi il y avait toujours des conciliabules. Il y avait toujours des négociations. Certains prédisent une fin rapide à cette union sacrée. Que leur dites-vous? J'ai dit que ce sont peut-être des prophètes des malheurs. Pourquoi j'ai dit ça? Nous avons connu le régime de Mobutu, où la majorité était homogène. Parce que votre question parle de l'hétérogénéité de la majorité, en fait. Mobutu avait une majorité homogène. Kabila a eu une majorité homogène. Ça fait combien d'années? 50 ans. Quel est le résultat aujourd'hui? C'est du choc des idées que jaillira la lumière? Je pense que c'est cela. Mais sous le leadership unique et clair, avec une vision claire, à laquelle tout le monde adhère. Sans cela, effectivement, ça va être une cacophonie. Mais je ne crois pas que ceux qui sont venus, ceux qui ont pris la peine de faire ce qui s'est passé pendant ces quelques mois, vont encore se permettre. Oui, la classe politique congolaise, elle peut nous réserver de surprises. Est-ce que le contact du fait de la fin de la coalition FCC-CACH entre le président Tshisekedi et son prédécesseur est totalement rompu? Ça, c'est la question il faut poser au président de la République. Que le chef de l'État lui-même peut répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question pour la simple raison qu'il s'agit d'une relation entre deux personnalités. Le chef de l'État, il gère ses relations comme il l'entend. Moi, je ne peux pas dire que c'est rompu définitivement ou que ça va. Je suis incapable de répondre à cette question. Parlons un peu gros sous. Le ministère près la présidence de la République a un budget du gouvernement ou un budget de la présidence de la République? Alors, en termes de budget, la présidence de la République a un chapitre budgétaire au sein duquel il y a des lignes budgétaires, des lignes de crédit, comme on dit. Mais donc, c'est dans ce chapitre qu'émerge le ministre près le président de la République. De la présidence et non pas du gouvernement? Mais, le gouvernement, le gouvernement, il n'y a pas une ligne un chapitre budgétaire unique. Oui, mais les ministères, chaque ministère a son budget. Vous n'avez pas de budget dans le budget? Vous n'avez pas de budget? Ça émerge de la présidence. Directement? Oui, tout à fait. Donc vous êtes dans le gouvernement, mais vous émergez d'un budget qui ne relève pas du gouvernement? C'est comme le ministre près le Premier ministre. Cette ligne budgétaire émerge du budget, chapitre budgétaire du Premier ministre. Ça, je ne sais pas juger comment ça se fait, mais c'est l'organisation qui est là. Pourquoi cela? Je suis incapable de répondre à la question. Vous avez été ministre pendant plus d'1 an. Qu'est-ce que vous pensez ne pas avoir été en mesure de faire dans votre mission, dans votre fonction? Je n'ai pas fait ce que je devais faire, en dehors de ce que je viens de dire, évaluer l'action
gouvernementale, c'est étudier les dossiers, ça ne demande pas de dépenses particulières. Mais j'avais une mission, puisque c'est déjà passé, une attribution importante, c'est accompagner les chefs de l'État dans le renforcement de l'unité et de la cohésion nationale. Vous n'avez pas pu le faire? Je n'ai pas fait grand-chose. Pourquoi? Parce que le budget, la ligne budgétaire, la fameuse ligne budgétaire... De la présidence ou du gouvernement? Non, de mon cabinet. Au gouvernement? Oui, mais en tant que ministre oui. de la République. C'est un budget, si vous voulez, qui est propre au ministre près du président. Vous n'avez rien touché? Pour la simple raison que tout a été gelé dans le cadre de la Covid. Il y avait des dépenses urgentes qui ne touchaient qu'au domaine sanitaire. Et donc, beaucoup de ministres vont vous dire la même chose. Toutes les lignes budgétaires ont été bloquées parce qu'il fallait répondre à ces dépenses. On n'a eu qu'une seule ligne budgétaire, c'est les frais de fonctionnement. C'est le seul élément qui a été activé, payé encore de manière tout à fait. C'est le budget de fonctionnement. Quel héritage laissez-vous à la postérité ou à votre successeur? Quel héritage je peux laisser à mon successeur? D'abord, déjà le cabinet, puisque vous avez tout créé. Le cabinet n'existait pas. Le cabinet qui est où? Vous êtes dans un immeuble... de la Gombe, numéro 56. Votre propre immeuble? Vous n'êtes pas à la présidence de la République? Oui, on loue là. Ah, ok. Il y a 3 ministères dans cet immeuble. C'est un immeuble d'un particulier. Mais ce ministère n'ayant plus existé depuis 2007, il fallait tout créer. Il fallait tout mettre en place. Et je ne vous dis pas par quelle difficulté je suis passé, parce que j'ai dû mettre de mes moyens personnels pour arriver à mettre ce cabinet en place. Pourquoi mettre de vos moyens personnels pour une mission de l'État? Parce qu'il fallait travailler. Et les moyens de l'État, on ne les avait pas quand on a commencé. Vous savez que ce gouvernement, ces ministres n'ont jamais eu de frais d'installation. Tous les ministres? Tous ces gouvernements, aucun ministre n'a eu de frais d'installation. Vous vous êtes installé dans les meubles du prédécesseur? Non, c'est un immeuble tout neuf. Non, je dis c'est très imagé. Vous vous êtes donc installé dans les meubles du prédécesseur. Du prédécesseur, voilà, si c'était ça. Mais c'est bien de le dire, parce que il y a des ministères qui se sont installés dans les meubles de prédécesseurs, mais il y a eu beaucoup de ministères qui ont apparu à la suite sans prédécesseur. Et qui donc n'ont jamais pu tourner. Et qui ils se sont démerdés pour avoir un gîte où mettre les pieds et mettre les meubles. Au regard de tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut dire que le ministère près le président de la République est utile? Si oui, sinon, avec quel autre ministère pensez-vous qu'il puisse être fusionné? Le président de la République et le Premier ministre Amadou Condé l'a d'ailleurs annoncé. La taille du gouvernement sera réduite du tiers. Je pense que, sans nécessairement regarder ma petite personne, parce que ce n'est pas qui compte, je pense que ce ministère près le président de la République a un rôle important. Comme je l'ai dit ici, ce qui a manqué dans ce pays, c'est le suivi de l'exécution des projets, c'est le suivi des actions, des réalisations. Et si ce ministère peut prendre cette attribution et l'exécuter à haut niveau, c'est-à-dire le suivi de tous les projets, si vous voulez, de l'État, du gouvernement. Parce qu'il n'y a rien qui est prévu dans ça. Il n'y a aucun organe de suivi des actions du gouvernement. Il n'y a pas. Il y a des organes qui sont créés par-ci, par-là. Notamment la présidence. Des suivis de projets, non, il n'y a pas. Enfin, des suivis de projets de la présidence. Mais pas, vous n'allez pas prendre un service de la présidence et l'amener au gouvernement. Faire le suivi de l'action gouvernementale, ça n'a pas de sens. Donc, c'est le gouvernement que ça doit se faire. Et donc, ce ministère, je pense personnellement, ça c'est mon point de vue personnel, puisque vous me posez la question, sans regarder ma petite personne, ce ministère est important. Il n'y a pas que ça. Je vous ai dit ici que dans ce pays, la cohésion sociale nationale est déstructurée. L'unité nationale est menacée de tous les instants. Mais il n'existe pas un ministère de la cohésion nationale comme auparavant. Avant, ça existait.
Il n'y en a pas. Peut-être fusionner les deux ministères? Avec laquelle? Avec le ministère près le président, le ministère de la Cohésion nationale, qui je crois, qui relevait à peu près de la solidarité. Vous créez un autre ministère. Ou vous récupérez des attributions, notamment des affaires humanitaires, du ministère de la solidarité ou ministère de l'Intérieur, avec la Cohésion nationale. Alors je me dis, moi, ce sont des actions importantes pour le président de la République. Les actions humanitaires, les actions sociales. Voilà les attributions qui doivent être confiées au ministre. Parce que ça doit être suivi à un niveau plus élevé, c'est-à-dire au niveau de la présidence. Parce qu'un ministre, le président de la République, c'est quand même un ministère où les actions sont impulsées par le président de la République. Et le suivi doit être impulsé par le président de la République. Voilà pourquoi j'estime que ce ministère est important et on doit lui donner des attributions qu'il faut. Je sais que ça ne relève pas de vous. Je sais que vous allez me dire que ça relève du président de la République. Je sais que vous savez que la question arrive. Je sais que vous allez dire que c'est le Premier ministre qui propose au président de la République. Mais moi, je voudrais savoir ce que vous espérez. Rester au gouvernement? Vous succéder? Personnellement, je n'attends rien. Oui, je veux dire, cette responsabilité m'a été confiée par le chef de l'État. Si demain, il estime qu'il doit me la confier. Ça, je l'ai déjà dit. Vous espérez vous succéder? Ça, c'était ma question. Je ne peux pas désespérer à me succéder à moi-même si l'occasion se présente, mais je ne suis pas nécessairement tenu à me battre pour rester là. Vous ne pensez pas avoir acquis une maîtrise des dossiers telle que si ce ministère passe à quelqu'un d'autre, le nouveau ministre qui arrivera perdra un temps que vous pourrez permettre d'économiser à la République? Dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire que j'ai eu la maîtrise des questions qui sont, et même je suis allé au-delà des attributions qui ont été confiées à ce ministère pendant cette période. J'ai acquis suffisamment de vision, d'expérience dans le cadre de la vision du chef de l'État pour que ce ministère puisse aller au-delà de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens budgétaires, etc. Et donc, je pense que je suis le mieux placé pour aller plus loin. Mais il ne faut jamais se surestimer. Personne n'est indispensable dans cette vie. Il y a très probablement d'autres qui peuvent avoir les mêmes prétentions que moi, puisqu'ils ont travaillé peut-être dans l'ombre sur le même sujet.